Bonjour à tous, je vous retrouve pour ce nouveau direct. Alors je suis aujourd'hui resté à Paris pour une fois, dans le Marais, dans le nouvel établissement de Italie, E-A-T-A-L-Y. Paris est, si je ne dis pas de bêtises, le 41e ou le 42e établissement Italie dans le monde. Et le plus important dans la catégorie des sites de plus en plus gigantesques, c'est celui de Rome. Alors si vous avez l'occasion un jour de passer à Rome, il faut aller vraiment voir ça. C'est sur 3 niveaux, 19 000 mètres carrés. Mais attention, c'est pas de la restauration. C'est une génération de grande surface qui est née en 2002, donc ça fait déjà un petit moment. Qui sont des surfaces qui mêlent le retail avec la restauration. Et ces surfaces font bouger le curseur entre plus de retail, moins de restauration, ou le contraire. Italie est plutôt un concept, comment je pourrais dire, plus retailer et moins restauration. Alors l'établissement dans lequel je suis, qui fait partie des plus petits de la planète, est effectivement très retail. Et il a 2 points de restauration, enfin 3 au rez-de-chaussée. Je vais vous faire un petit tour tout à l'heure à la fin, mais vraiment un petit, c'est histoire que vous voyez un peu plus que ce que vous voyez là, sur de quelle façon ils font de la restauration. Mais vous allez voir d'abord beaucoup plus de retail. Et il est vrai qu'il y a aujourd'hui des établissements de plus en plus grands sur la planète. Et je ne sais pas si vous le savez, mais il y a le plus grand restaurant du monde qui existe. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il est en Chine, il s'appelle le lac de l'Ouest. Alors, il est à Changsha, j'espère que je prononce bien. Et 3-4 chiffres un peu hallucinants, 5000 places assises. Alors, quand on parle de la Felicita qui a 1000 places assises, on est impressionné. Là, on parle de 5000 places assises, 1000 employés, j'imagine les plannings à faire tous les jours, 6000 couverts par jour. Ça ne fait pas beaucoup de rotation. Hein. Bon. Et il est positionné sur une surface de 14 hectares, donc c'est quand même un peu hallucinant comme chiffre. Mais ce qui est en train de se passer en France, c'est quelque chose d'intéressant qui existe depuis longtemps ailleurs, mais qui vient d'arriver en France. C'est la naissance des food halls et des food courts. Alors, je pense qu'il faut qu'on fasse une distinction entre ce qu'on appelle un food court et ce qu'on appelle un food hall. Alors, initialement, il faut savoir que le food court a été inventé par les Américains et les Canadiens. D'ailleurs, je crois que c'est les Canadiens avant les Américains. Qu'est-ce qu'un food court? C'est plein de places assises au milieu et tout autour. Vous avez X stands, X kiosques qui vous délivrent différentes nourritures, qu'elles soient thématisées, produits thématisés, géographiques, peu importe. Et ces différents acteurs, jusqu'à présent, en tout cas au Canada et aux États-Unis, étaient des acteurs de chaînes, des groupes de restauration, des chaînes de restauration. Il y a eu des tentatives dans les années, je crois que c'est 80 ou 90 en France, de faire un food court à Italie 2, au centre commercial Italie 2 à Paris, ça a été un échec. Centre commercial Parly 2 dans les Yvelines, ça a été un échec. Au printemps, sous la coupole du printemps, ça a été également un échec. Le seul food court qui tient à peu près debout, c'est le food court du Louvre, au Carrousel du Louvre. Mais la particularité du Louvre, c'est qu'il y a beaucoup d'anglo-saxons qui viennent visiter la pyramide. Et c'est peut-être pour cela d'ailleurs que ce food court fonctionne. Ça, c'est le food court. Et en fait, le food hall, c'est plutôt une invention européenne, même si les États-Unis ont aujourd'hui avec leur food hall. Quelle est la différence? C'est qu'il y a toujours un nombre de places assises très importante au milieu, ok, mais au lieu qu'il y ait des chaînes de restaurants tout autour, ce sont des artisans, des producteurs, des éleveurs, des restaurateurs indépendants locaux qui se mettent tout autour et qui proposent encore une fois de la diversité. Alors, la différence elle est énorme, c'est que évidemment quand vous avez des chaînes d'un côté, quand vous avez des artisans, etc. de l'autre côté, on a évidemment une différence de qualité, de produits locaux, on ne parle pas du tout de la même chose. En fait, ce sont des deux côtés de multiples offres de restauration
en vente au comptoir, parce qu'il n'y a pas de service à table, à consommer sur place ou à emporter. Et ce sont, je le répète, sur des très grandes surfaces, parce que la plupart des food halls, ou des food courts d'ailleurs, aux États-Unis et au Canada, ont au minimum, allez, entre 400 et si ce n'est pas 600 places assises. Qu'est-ce qui est recherché par les consommateurs dans ces lieux gigantesques? La qualité, on vient de le dire, le plaisir, le partage et la convivialité. Ils ne considèrent pas ça comme un restaurant, ils considèrent ça, comment je pourrais dire, comme un lieu de vie alimentaire, où on peut y venir plusieurs fois dans la journée pour des moments de consommation différents, pour boire et pour manger des choses différentes avec des gens, ou seuls, ou à deux, ou à plusieurs. Donc ouais, c'est vraiment un lieu de convivialité, d'échange et de partage. Alors, où y a-t-il des food courts, des food halls, et où y a-t-il des variantes? Parce qu'il y a des variantes à ce que je viens de vous expliquer, food hall ou food court. Alors commençons par les food halls. Bon, le plus connu, d'ailleurs j'ai fait un direct il y a quelques temps là-bas, c'est le Time Out Market de Lisbonne, qui fait un chiffre d'affaires hallucinant. Je crois qu'on parle de 24 millions d'euros de base annuelle, ce qui est colossal, avec 23 kiosques, 23 cellules. On a la Halle Gourmande de Nice là, qui vient d'ouvrir. On n'a pas de chiffre d'affaires pour l'instant, mais ils sont sur 29 cellules. C'est-à-dire que y a plus de cellules à Nice que peut avoir le Time Out Market de Lisbonne. Donc ça va être intéressant de voir le niveau de chiffre d'affaires de Nice par rapport à ce que fait Lisbonne. À Bordeaux, on a ouvert récemment la Boca. Alors la Boca, il y en a qui disent que c'est un food court, d'autres qui disent que c'est un food hall. Toujours est-il que la Boca est le plus petit à l'heure actuelle puisqu'il a 13 cellules. Encore une fois, évidemment avec des producteurs locaux, avec des éleveurs, avec le poissonnier, le super poissonnier du coin, etc. On a évidemment, pour ceux qui connaissent, le Chelsea Market à New York. Alors le Chelsea Market à New York, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant parce qu'eux, ils ont un nombre de kiosques, un nombre de cellules beaucoup plus important. Voilà, ça c'est ce que j'appelle les food halls. Bon, à part la Boca où on peut discuter si c'est un food hall ou un food court. Et puis on a le food court tel que je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Et à date, je pense que le Carrousel du Louvre, le food court du Louvre, est le seul aujourd'hui sur le territoire français en fonctionnement. Voilà. Et puis après, on a 3 autres générations, Italie, dans lequel je suis, où c'est ni un food court ni un food hall, puisque c'est un retailer qui se met à faire de la restauration ou un restaurateur qui se met à faire du retail. Mais je crois plutôt qu'Italie, à la base, est un retailer. Alors, Yannick me dit qu'il y a aussi le Mercato au Portugal, celui de Lisbonne, créé par 5 grands chefs. Voilà, il y a effectivement des chefs qui se mettent à créer des food halls. Et puis, dans une autre catégorie, vous allez me dire ça n'a rien à voir, mais c'est aussi des grands espaces, des grandes surfaces. Vous avez la Felicita du groupe Big Mama sur 4500 m² au sol. Ils ont 1000 places. Alors ce n'est ni un food hall ni un food court, c'est une très grande surface avec plein de places au milieu où vous avez tout autour 5 points de production, 5 points de cuisson. Autrement dit, quand vous rentrez là-dedans, vous avez un seul paiement et on peut aller à différents endroits pour se nourrir et on se retrouve au milieu pour dîner et pour déjeuner. Alors que dans les food courts et dans les food halls, vous payez à chaque stand, à chaque kiosque, ce qui est très différent. Et puis on a aussi ce qu'on appelle, alors ça c'est beaucoup plus rare, les food courts de restaurants. Alors c'est-à-dire au lieu d'avoir des kiosques, au lieu d'avoir des cellules, eh ben, on a des restaurants qui se sont mis tout autour d'une place, d'une terrasse, etc. Et je pense notamment à 2 exemples assez célèbres. Le premier c'est au centre commercial de Belle-Épine dans le Val-de-Marne, dans le 94. Qui a fait un food court de restaurant, c'est-à-dire qu'il a regroupé tous ces restaurants ensemble dans le mail, ce qui veut dire qu'il n'y a que de la restauration, ils sont tous là, tous les restaurants sont là. Unibail il a fait aussi récemment avec les tables de Carré Sénard, les tables de Vélizy, bref, ce qu'on appelle des food courts du restaurant. Et on a même un food court de restaurant en centre-ville, et vous le connaissez puisqu'on en a parlé, c'est Beau Passage dans le 7e arrondissement parisien.
où c'est un food court de restaurants, de personnalités de la pâtisserie et de personnalités de la cuisine, qui sont regroupés dans un même petit quartier, mini-quartier recréé dans Paris. Ça s'appelle Beau Passage. Et on a des personnalités comme Pierre Hermé avec ses macarons, Thierry Marx avec sa boulangerie, Anne-Sophie Pic avec ses verrines d'Eli Pic, Belin avec Merci, Yannick Aleno avec son bar à vin. Enfin bref, voilà, un rassemblement de stars et de personnalités de la cuisine, de la pâtisserie qui se regroupent avec des établissements sur une place. Et ce genre d'initiative, effectivement, peut se reproduire d'ailleurs ailleurs qu'à Paris. Et quels sont les avantages, en fin de compte, et les inconvénients de ce genre d'opération de grande surface? Côté consommateur, ça devient un lieu de destination. Je m'explique. Bien sûr qu'un restaurant tout seul, isolé, ça devient un lieu de destination parce qu'on dit on va là. Mais là, c'est un lieu de destination à choix multiples. C'est-à-dire on va là et on verra après où on va manger et ce que l'on va manger. Et on est même capable de manger des choses très différentes et se retrouver tous ensemble. Ce sont des lieux qui fonctionnent tout au long de la journée, contrairement à un restaurant qui ouvre ses portes pour le déjeuner et qui les réouvre pour le dîner. Mais là, ça fonctionne tout au long de la journée. On démarre par du petit-déj, on continue par du déjeuner. Il y a la pause gourmande de l'après-midi, salon de thé, etc. Jusqu'à notre fameux frigo vide, de ramener quelque chose à manger ce soir à la maison. Sans parler du dîner, sans parler de l'afterwork où les gens viennent se poser, boire des coups avec une planche, de la bière, du vin, enfin bref. Troisième avantage, c'est évidemment la diversité et le choix, je l'ai dit. On y trouve obligatoirement son bonheur en termes de prix. Et le dernier avantage, et c'est ça qui est intéressant dans ce genre d'établissement, c'est que c'est, comment je pourrais dire, multi-comportemental. Je peux faire de la vente à emporter, je peux faire de la consommation sur place, je peux faire des cours de cuisine, il y a aussi des cours de cuisine, des cours de pâtisserie, je peux me faire livrer, je peux faire de la dégustation, enfin bref, on peut avoir des comportements différents vis-à-vis de toute cette offre. Quels sont les avantages maintenant côté restaurateur? C'est simple, c'est qu'un restaurateur, un éleveur, un artisan qui rentre dans une cellule aussi petite que ça, parce que là on parle de cellules qui font aller 30, 40 mètres carrés pour les plus grosses cellules, on se lance avec un investissement qui est beaucoup moins important. Le deuxième avantage, c'est que les organisateurs de food hall ou de food court peuvent tester des concepts avant de les faire rentrer définitivement dans la bande qui se trouve autour. Alors, je pense notamment à des cellules éphémères. Il y a quelques food courts qui ont des cellules éphémères qui font tourner, rotation. Et ça, c'est important parce que ça permet aux consommateurs d'avoir une nouveauté qui vient de temps en temps. Et ça permet à l'investisseur de tester le concept. S'il a du succès, on le fait rentrer en fixe dans la bande. Et puis, il y a quelque chose de nouveau aussi. À Lyon, il vient d'ouvrir un food hall qui s'appelle La Commune. Et en fait, le système, c'est qu'il dit aux acteurs lyonnais, aux acteurs de la région Rhône-Alpes-Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes, je crois qu'on dit, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs la nouvelle région, venez tester votre concept chez nous à moindre frais. Et c'est vrai que quand on rentre sur une cellule de 40 mètres carrés, c'est beaucoup moins onéreux que si on rentrait dans un restaurant de 200, 300 mètres carrés avec un pas de porte, un bail, etc. Bref, vous avez compris, il se passe quelque chose de très intéressant dans la restauration, c'est qu'il y a des établissements de plus en plus grands, on vient d'en parler, et des établissements de plus en plus petits. Alors vous allez me dire, et ceux au milieu, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Je ne sais pas. Parce que ceux qui sont de plus en plus grands, on vient d'en parler, et ceux qui sont de plus en plus petits, qui est-ce qui fait ça? C'est de la bistronomie. Je ne sais pas si on a remarqué, la bistronomie, ce sont souvent des établissements qui ont peu de places assises. Pourquoi? Pour avoir une réelle proximité avec le client. Ça ne sert à rien d'avoir 200 places assises. Ils ont plutôt dans les 40, 50, 60 pour les plus importants. Donc on va du plus en plus petit au plus en plus grand, avec évidemment des fonctions très différentes, parce que la proximité avec le client dans une surface de 1500 à 2000 m², ça me paraît compliqué. Et bien voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce qu'on appelle le gigantisme chez nous, chez Zira, qui fait partie de ce qu'on appelle depuis quelque temps
la réécriture de la restauration. La réécriture de la restauration, pourquoi on a appelé ça comme ça? C'est tout simplement qu'aujourd'hui, il nous semble, chez Girac, nous sommes dans une phase de transition entre deux modèles. Tout est à réinventer, tout est à réécrire, tout est à recodifier. La restauration, demain, ne sera plus comme les restaurations qu'on a connues. Il faut qu'on change beaucoup de choses. Alors, on vous en a déjà parlé. La bistronomie, elle décodifie la gastronomie, puisque établissement petit, c'est même pas que les cuisines sont ouvertes. On se demande même s'ils font pas la cuisine dans la salle ou si on mange pas dans la cuisine, au grand bonheur du consommateur d'ailleurs, qui n'a jamais été aussi près du produit. C'est son objectif, il le veut pour être rassuré. Et compte tenu que ça suffisait pas, la bistronomie vire les nappes, dépareille la vaisselle et on n'est plus habillé en noir et blanc, un peu coinsouille, pardonnez-moi l'expression, mais on est en jean, basket, polo. Ça s'appelle de la décodification ou ça s'appelle de la réécriture de la gastronomie. La bistronomie réécrit à sa manière la gastronomie, comme d'ailleurs les food halls et les food courts réécrivent la restauration rapide, parce que c'est de la restauration rapide, sauf que c'est pas un concept, c'est 15, 23 ou 29 concepts. Donc, sur la réécriture, on en parle beaucoup chez Gira. On a sorti d'ailleurs il y a quelques semaines, il est encore disponible sur notre site internet, dans notre bibliothèque, un cahier spécial sur la réécriture de la restauration. Alors en prenant évidemment plein d'exemples dans la restauration rapide, plein d'exemples dans la restauration avec service à table. C'est un cahier très intéressant parce qu'on a essayé de checker toutes les réécritures de manière exhaustive, mais je pense qu'il y en a d'autres, parce qu'au fur et à mesure où on est dans cette phase de transition où tout est à réinventer, où il faut faire de la restauration autrement, le nombre de réécritures s'allonge évidemment de plus en plus. Alors voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Puis avant de vous faire un petit tour dans l'Italie, pour les 30 ans de Gira, il y avait un jeu concours qu'on voulait lancer aujourd'hui, où il y a quelque chose à gagner qui est pas mal, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Il y a notre étude de restauration qui est sortie il n'y a même pas 15 jours, je crois, il doit y avoir une dizaine de jours, que nous allons offrir à celui ou à celle qui répondra à la question que je vais vous poser. Mais j'ai envie de rajouter même un cadeau supplémentaire à l'étude restauration qui est une valeur de 2200 €, pas mal quand même. C'est un déjeuner avec le gagnant ou la gagnante de la question que je vais vous poser. Un déjeuner de travail où on va parler de restauration, où on ira même faire une découverte d'un concept innovant à Paris ou ailleurs. La question est la suivante, à propos du plus grand restaurant du monde, qui s'appelle le Lac de l'Ouest. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Combien de couverts fait-il par jour ce restaurant? Combien de couverts fait-il par jour? Voilà, donc je répète, ça va être un tirage au sort parce que la réponse est assez facile. Il y aura un tirage au sort et le gagnant ou la gagnante, on lui enverra cette étude. Restauration 2018, c'est un gros pavé, vous allez voir, qui est très très intéressant. Et puis je rajoute, et ça c'était pas prévu, un déjeuner de travail dans un concept innovant avec le gagnant ou la gagnante. Voilà. Ce que je peux vous proposer pour terminer, c'est d'aller faire un petit tour chez Italie et vous allez voir un peu comment c'est fait. Voilà. Alors, là vous voyez, on est très retail. On est très retail. Et là, vous allez voir, vous allez découvrir, lorsqu'on tourne ici, un espace de convivialité, de partage, et très sympathique. Alors, je vous montre un peu le retail de chaque côté, ok. Mais là, vous voyez, là, on va rentrer dans un espace de restauration, où on peut boire des coups, on peut dîner, on peut déjeuner, on peut prendre un thé, etc. Et vous voyez qu'au niveau de la décoration, c'est plutôt sympa. C'est plutôt agréable et ils ont un étage que je vais vous montrer en me retournant dans peu de temps. Vous voyez, là c'est très retail, ok. Et puis là, vous voyez, si je regarde là-haut, vous avez du retail qui continue et vous avez deux offres restauration. La première est une offre évidemment pizza, l'autre est une offre pasta.
et le retail, effectivement, continue un peu partout. Voilà. Et bien, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. J'espère qu'il y aura un gagnant ou une gagnante très rapidement et on vous le communiquera. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, je me répète, et puis à bientôt. Ciao.